Voilà. Je pense que vous pouvez commencer, vous devez être On y est, en on y est, ligne. on y est, Juliette. Voilà. Hello. Alors, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Éléonore. Bonsoir Clément. Comme d'habitude, je vous présente le sujet et je vous rappelle que nous sommes trois. Nathalie est avec Clément, elle répond à vos questions. Vous pouvez envoyer vos questions sur le fil de la discussion sur Facebook. Et nous, on ne voit pas vos questions, mais Nathalie va nous les transmettre. Voilà, le sujet ce soir. Comment on apprend de ses échecs, comment rebondir suite à un échec, comment ce qui paraît comme un problème peut se transformer en solution. Et voilà, ça va être notre sujet. On pourrait un petit peu dire que dans le fond, qu'est-ce que c'est la résilience? Comment fonctionne la résilience, non? Qu'en penses-tu, Clément? Exact. Enfin, en tout cas, ça renvoie à la résilience. Oui, c'est vraiment la notion de résilience. La résilience, c'est encore une autre notion. C'est vraiment, c'est plus qu'un échec. C'est la résilience, c'est le dépassement d'un drame, d'une rupture très très forte. Je pense que c'est un sujet à part entière en tant que tel. Mais déjà, s'entraîner à dépasser des échecs, des petits échecs comme des gros échecs, c'est vraiment un entraînement à la résilience. C'est pas que ça la résilience, mais c'est un entraînement. Parce que dans la résilience, c'est vraiment c'est rebondir après un drame où on a été sidéré, on a été touché dans son identité extrêmement profonde. Profondément, oui, atteint, peut-être même abîmé, et comment voilà. Donc c'est vrai qu'on dans notre sujet, on peut faire la distinction entre rebondir après un petit problème et ce qui est notre sujet de ce soir, enfin des problèmes récurrents de la vie de tous les jours, même des problèmes douloureux, hein, ça peut être des choses très très difficiles, telles que perdre un boulot, je sais pas, une séparation, tout ça. Mais la résilience, effectivement, c'est rebondir après quelque chose d'énorme, un drame. Oui, la résilience, on va parler vraiment de résilience. Enfin, le principe est le même. C'est pertinent après des situations d'agression sexuelle, des gens, on parle de résilience pour les gens qui sont revenus après les camps de la mort, après la Seconde Guerre mondiale, tu vois, des choses qui sont très violentes, des gens qui étaient des grands sportifs et puis qui sont maintenant paraplégiques, leur vie est complètement s'est effondrée, leur rêve s'est effondré. Là, on parle plutôt de rebondir dans la vie courante. J'ai raté un examen, ok. J'espérais un emploi, je ne l'ai pas eu. J'avais une promotion, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Ça peut être la déception amoureuse, bien sûr. Ça peut être relativement dramatique hein, quand on a d'abord énormément travaillé pour un examen, qu'on a placé beaucoup d'espoir dans une certaine situation, dans une certaine réussite. Ça peut être vécu comme un drame terrible. Évidemment, on ne peut pas le comparer à une guerre. C'est quand même une autre dimension. Maintenant, ça reste hyper dur, ça peut être violent. Quand on a, mettons, entre guillemets, qu'une seule chance pour réussir quelque chose et que cette chose-là, on l'a ratée, ça peut être très violent. Donc, ça va être important de se demander comment faire pour transformer ça. Et enfin, la réflexion à laquelle on vous invite ce soir, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe quand on a un échec comme ça? Est-ce que réellement on peut transformer ça? On pourrait, si vous voulez, c'est un peu une question philosophique. Est-ce que, oui ou non, quelque chose qui nous paraît relativement intolérable, inadmissible, et vraiment irréparable, je sais pas, je pense à un divorce par exemple. Comment est-ce qu'on peut en effet à un moment donné se dire finalement non, c'est pas irréparable. Quelque chose qui a priori semble irréparable peut s'avérer bien plus que réparable, mais même avoir ce qu'on appelle sa fonction utile en PNL, quoi. Donc, je vais déjà vous poser une petite question à ceux qui nous écoutaient, ceux qui nous regardaient, qui regardaient. Est-ce que vous pouvez écrire
sans plus, hein, juste écrire quelques exemples d'échecs que vous avez vécus. Et tout à l'heure, on vous dira, on ira un petit pas plus loin dans cet exercice, mais pour le moment, est-ce que vous pouvez écrire, mettons, 3 échecs et une certaine gradation dans ces échecs? Un petit échec désagréable, un échec assez dur, un gros échec qui vous est resté vraiment, pour lequel vous n'avez peut-être pas réussi à faire le deuil. Voilà, donc je vous invite à écrire ça. Et puis, entre-temps, Clément va nous expliquer ce que c'est que d'apprendre d'un échec. Peut-être, est-ce qu'on part de la fonction utile, Clément? On va parler entre autres de ça, effectivement, Oui, de la fonction utile. d'accord. En fait, c'est regarder ce que l'on vit en identifiant la fonction utile, c'est une des étapes importantes pour pouvoir en fait transformer une situation que l'on considère comme ratée en une situation qui ouvre sur des possibilités. Mais la première des choses, c'est quand on vient de vivre une rupture dans ce que l'on espérait, une rupture dans le rêve que l'on avait, dans ce qu'on avait imaginé. Il s'agit bien d'une rupture mentale. Voilà, on pense, on projette quelque chose et puis paf, c'est coupé et on est saisi par ça, on est désarçonné, on perd ses moyens, voilà. Et selon les personnes, bien entendu, comme tu disais, c'est plus ou moins dramatique. Et là-dessus, la première chose, c'est d'abord de se reconnaître avec cette difficulté. Oui, je viens de vivre émotionnellement quelque chose qui est difficile pour moi. Il ne s'agit pas d'avoir honte de ces échecs. Au contraire, la première chose, c'est d'abord de dire, ben oui, ça m'est arrivé. Le définir en quelque sorte, si tu veux. C'est ça? Ouais, mais la première chose, c'est ne pas nier ces échecs. Voilà, c'est ça. OK. Parce qu'on rentre dans l'équivalent de ce qu'il y a dans un deuil. Si on ne reconnaît pas le problème, on est dans la phase de déni. Et si on ne passe pas cette phase de déni, c'est difficile de passer à autre chose. Donc, oui, la première chose, c'est peut-être la phase la plus difficile, celle-là. C'est ça. En fait, voilà, tu as bien clairement expliqué les choses. Il y a dans notre tête une espèce de continuum. Voilà, je vais faire ça, il va se passer ça, il va se passer ça, et puis je vais réussir, et puis je vais être content. Et puis dans ce continuum, il y a une fracture. Et là, on est mal, et quelque part, la douleur nous fait enfuir l'expression de cet échec et de cette douleur, etc. Donc, la première chose va être d'exprimer comme en thérapie, hein, une grande partie du travail de la thérapie, c'est juste d'exprimer la douleur vécue dans une situation, que dans le fond, on a un mal-être et on ne se rend pas compte que ce mal-être est dû à une certaine souffrance vécue à un moment donné. Donc, la première chose, ça va être de dire simplement, voilà, ben, je suis mal parce que j'ai vécu cet échec. Ce qui rend les échecs difficiles mentalement et émotionnellement, c'est que la plupart du temps, les échecs, on les identifie à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a un travail d'identification. C'est-à-dire qu'on est ce que l'on fait, et à partir du moment où on ne réussit pas quelque chose, on rate quelque chose, ou quelque chose ne se passe pas comme on veut, en fait, on ne voit plus la chose, le comportement ou le phénomène pour ce qu'il est, on se l'attribue à soi et on dévalorise qui on est. C'est ça, on se dit je suis nul parce que j'ai échoué. On fait le fait d'avoir raté, c'est juste un fait. Et le fait d'avoir raté devient en fait un élément de valeur de soi-même. Et si j'imaginais que j'avais de la valeur en réussissant, si je ne réussis pas ce que je voulais, ben, je perds de la valeur, je me dévalorise. Mais ce n'est pas juste je râle contre le fait que je n'ai pas réussi. C'est souvent je me dégrade moi-même, je dégrade mon identité. Et c'est ça qui est difficile à passer. C'est ça. Ouais. Donc, la deuxième étape, c'est de faire la séparation entre ce que je suis profondément et ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive n'est pas ce que je suis. Ce qui m'arrive, c'est ce qui m'arrive. Imagine, enfin moi ça m'est arrivé, donc je peux en parler. Ma maison a brûlé. Oui, c'était arrivé. C'était dans une période très très difficile de ma vie
ou très difficile d'un point de vue entreprise. Il y avait un mois que je n'avais pas renouvelé. Il se trouve, comme de par hasard, que le non-renouvellement de l'assurance ne datait que d'un mois, et paf, ça brûle. Ouais, C'est quand ouais. même concours de circonstances un peu désagréable, même très désagréable. Plus que ça. Bien évidemment. Et j'ai le choix en me disant ah mais quand même Clément, c'est pas possible, mais t'es nul, et puis je peux me morfondre, me dégrader identitairement parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait, mais en même temps c'est un fait, je ne pouvais pas. Donc ça, et le fait, il faut le prendre pour ce qu'il est, Ouais. et regarder sa part de responsabilité. Mais c'est pas parce qu'on a une part de responsabilité que le fait, c'est nous. Le fait, ce qui nous arrive, c'est pas nous, c'est un fait. C'est juste un moment de sa vie. Ouais, ouais. Et sa vie, elle ne s'arrête pas à un instant T. Sa vie, elle est sur un continuum de temps. Elle a commencé bien avant, elle est faite de toutes les valeurs de ce qu'il y a avant, et elle sera faite de toutes les valeurs qu'il y aura après. Ouais. Donc, s'il m'arrive une rupture dans ma vie, bah oui, c'est très désagréable, c'est très touchant personnellement et émotionnellement, et même ça touche dans les valeurs, mais c'est pas profondément moi. Donc maintenant, revenons aux exemples que les personnes qui nous suivent ont peut-être pu noter pour eux-mêmes. Donc vous voyez, regardez les échecs que vous avez eus. Dans quelle mesure est-ce que ce que Clément vient de dire s'applique à vous? Est-ce que vous vous êtes jugé pour avoir, en somme, c'est ça, non, Clément? C'est ça, c'est ça. Est-ce que Parce vous que vous êtes jugé d'avoir échoué dans telle et telle chose? Et, Pardon, Clément, je t'écoute. très, très clairement, je dis aux gens qui nous écoutent, c'est compréhensible qu'on le fasse. Ce n'est pas la question. Sauf Bien que sûr, il ne faut pas non plus se dévaloriser de le faire, de se juger. non, c'est un Ça réflexe tourne en rond, naturel. l'histoire. C'est parce qu'on a une certaine. Si on le fait, c'est qu'on a une haute idée de soi-même, on a un sens de sa valeur, on a un sens de ce qui est important. Puis c'est une façon de dire que les choses sont importantes pour nous, bien évidemment. Ouais. Sauf que. Après, c'est notre culture aussi de se juger face à l'échec. Oui, oui, ça en rajoute une couche, mais je te rassure, c'est dans toutes les cultures qu'on fait ça. Oui, 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 oui. Je ne sais pas s'il en existe qui ne sont pas comme ça, mais Ouais. C'est un réflexe humain. Maintenant, ce oui, qui c'est un est réflexe. nouveau et ce Mm. qui est vraiment un apprentissage de la vie quotidienne, c'est de ne pas prendre ce qui nous arrive comme étant en fait la définition de nous-mêmes. C'est On ça. n'est pas nos comportements. Je ne suis pas ce que je fais. Ben non. Ça, on peut éventuellement renvoyer là-dessus à la notion de l'avoir, du faire et du être. On va se juger plus ou moins en fonction, enfin, on va avoir des grilles de lecture de qui on est, parfois simplement sur base de ce qu'on possède. Je suis quelqu'un de bien parce que je possède une grosse maison, une grosse voiture, beaucoup d'argent dans mon compte en banque. Voilà, le matérialisme. Évidemment, beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous vont se dire bah non, c'est ridicule, c'est pas ce que j'ai dans mon compte en banque qui donne ma valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Bien que une partie d'entre nous et une partie de nous se dit oh ben quand même, hein, si j'ai bien réussi financièrement ou si j'ai une grosse maison, tout ça, je vaux quand même un peu mieux que le pauvre type qui a une petite cabane au bout de la rue. Maintenant, ça c'est à voir. Après, on va passer au faire. Je me donne de la valeur si je fais bien. Si j'ai pas fait grand-chose, ben, sûrement je suis nulle. Et à la fin, on peut se demander comment concevoir le fait de se donner de la valeur juste à cause de ce qu'on est. Et là, on peut penser au bébé. Le bébé, il possède rien, il fait rien, on fait tout pour lui, et pourtant on lui accorde une valeur inestimable. Alors, pourquoi le faire pour un bébé et pas pour nous-mêmes? Exactement. Et c'est ce qu'on appelle une confusion de niveau de logique. Il y a un certain auteur qui s'appelle Robert Dills qui a développé un outil en PNL qu'on appelle les niveaux de logique, qui décrit que l'expérience humaine peut être abordée en plusieurs niveaux de logique. L'environnement, les comportements, les capacités, les valeurs, les critères et croyances, et puis l'identité. Et quand j'utilise linguistiquement le verbe je suis,
Je parle de l'identité. Je suis nul. Je fais une confusion entre l'identité et le niveau des valeurs, parce que nul, c'est une évaluation qui porte sur les valeurs. C'est comment dire, un qualificatif qui est une échelle de mesure d'une valeur. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis mauvais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà. Donc, le nul, c'est le zéro du thermomètre. Et puis, à l'opposé, on a le 41. D'accord? Donc. Ah, le 41, la fièvre. Mais oui. Je voyais pas de quoi tu parlais. Le thermomètre. Thermomètre. Ok, d'accord. Donc, tu vois, quand je dis je suis et je mets un qualificatif, ou je suis, c'est comme si je disais je suis mon accident, je suis ma rupture, je suis mon problème. Ah, mais vous comprenez que ce n'est pas logique de dire ça, c'est même aberrant. Ah oui, si tu dis je suis mon accident de voiture, bah, what? Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement. Donc, deuxième étape, c'est prendre conscience qu'il est indispensable de séparer la partie de l'être de la partie de celle qui fait ou celle qui a. Ok. Donc, prendre conscience du problème, l'exprimer, séparer le problème de soi, de son identité. C'est-à-dire, on dit ça dans les accords Toltec, les 4 accords Toltec, ne pas prendre les choses pour soi. C'est ça. Ok, l'étape suivante, ce serait quoi alors? L'étape suivante, c'est de dire, ok, il m'est arrivé ça, c'est une expérience. C'est ça. De toute façon. Donc, le problème que l'on a, c'est que l'on qualifie l'expérience de bonne ou de mauvaise. Il faut enlever la notion de bon, mauvais et garder que le mot expérience. Toute expérience est une expérience. Donc, ça veut dire que toute expérience est chargée d'apprentissage, de connaissances, de découvertes, d'expérimentation, de possibilités. Tu n'aimes pas le terme, mais d'opportunités. Oui. Alors, moi, je dirais oui. Effectivement, je lirais ça assez rapidement au fait qu'on ne peut pas vivre sans échec. C'est-à-dire, l'enfant qui apprend à marcher, il tombe. S'il ne tombe pas, il n'apprend pas à marcher. S'il tombe une fois et qu'il se dit, tu vois le bébé qui dit « Ah ben non, hein, j'ai raté, je suis nul, j'arrête de marcher. » Définitivement, c'est définitif. C'est une décision irrévocable. Le bébé ne négocie pas. Il a décidé de ne plus marcher. Alors que tu sais, la notion d'équilibre, la notion de balance, c'est bon, c'est mauvais, c'est tu vois, la notion d'équilibre comme ça, qui va après être utilisée dans la notion de justice ou dans les notions philosophiques. On l'apprend au tout début de la vie. On l'apprend par le corps. L'enfant l'apprend par le corps. Oui. En apprenant, en fait, à gérer de l'équilibre. Oui. S'il se jugeait, comme tu dis, il ne pourrait pas apprendre ça. S'il était, il était jugé et il était qualifié par ses parents, mais c'est pas normal, tu marches pas tout de suite, mais c'est nul ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme enfant? Comment tu cours pas? Tu cours pas un 100 mètres tout de suite, quoi? Je t'ai pourtant appelé Hussein, c'est pas pour rien. Mais tu devrais être le premier. Non, mais si on fait ça avec son enfant, et on le dit un peu, c'est un peu caricatural, mais c'est malheureusement ce qu'on fait assez souvent, hein, quand on exige trop de ses enfants et qu'on leur demande de faire des choses qu'ils ne sont pas encore en capacité de faire. Après, pas toujours, heureusement, on a des gens qui vont faire l'enfant qui tombe, oh, c'est mignon. Et en fait, l'échec, on va le trouver mignon, mais pas quand c'est un adulte. Quand c'est un adulte, on fait, c'est nul. Ouais, ou si on est poli, on dit rien, mais on fait. C'est pas tellement mieux. On le fait avec le non-verbal, c'est pas tellement mieux. Voilà. Donc la troisième étape, c'est de considérer que cet échec, ce qu'on appelle un échec, c'est ni plus ni moins qu'une expérience. Et donc cette expérience a des apprentissages. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre, quel autre mot on pourrait utiliser pour qualifier ce qu'on appelle un échec? Expérience. Expérience.
Expérience non souhaitée, peut-être, entre guillemets, non? Non réussie, ou expérience de la non-réussite. Oui. Essai, c'est un Essai. essai. Ouais. C'est- Oui, ça renvoie à l'histoire comment il s'appelle, celui qui a fait les ampoules, Edison, Edison, ben qui oui. à chaque fois qu'il faisait une ampoule, j'ai dû déjà le raconter dans un live, hein, il me semble. À chaque fois qu'il faisait une ampoule, il en a fait des centaines, je crois. 188. 188, c'est ça. À chaque fois, il disait, ah, quand c'était raté, bien sûr, ah, comme ça, je sais ce que je ne dois pas faire. Et il essayait encore et finalement, il a inventé l'ampoule, ce qui est quand même assez génial. Il faut savoir que les gens, les plus grandes réussites qui sont très connues, sont une succession d'essais-erreurs, d'échecs, et des fois des échecs cuisants. Tu parles d'Edison, mais il y a un monsieur qui est très connu, qui est Walt Disney, dont le rêve, c'était de créer le Disney World, le parc, pour faire un monde enchanté pour les enfants. Et il avait dessiné et maquetté ça en 1920. Oui, Il n'a réussi à faire le Disney World qu'en 1960. waouh, 40 ans après. Entre-temps, il a fait 17 faillites. Parce Oui, que pour pouvoir financer ça, il a créé les studios. Et des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Il a eu la crise de 29, il a eu la guerre, 17 faillites. tu sais à quoi ça me fait penser, Clément? À un monsieur japonais. Tu dois connaître l'histoire. Je crois que je l'ai apprise dans tes cours à Ruvik d'Azir. C'est un monsieur japonais qui était ingénieur et qui avait mis, donc après ses études, il avait mis tout son argent dans un labo. Il voulait faire Dieu sait quelle invention. Et c'était la guerre. Donc, boum, une bombe est tombée sur son labo, tout s'est détruit. Ok, pas grave, il va voir tous ses amis, sa famille, tout ça, il rassemble encore de l'argent, il refait un nouveau labo, il espère réussir avec ce labo ses inventions et une nouvelle bombe, boum, tout détruit. Là, plus personne ne peut lui prêter d'argent, enfin, il se retrouve en panne. Là, il erre dans les champs de guerre, tu sais, hein, des scènes de désastre de la guerre, et il lui vient une idée. Il voit tous les bidons d'essence que les Américains ont laissés sur place avant de partir. Tu te rappelles de l'histoire? Ouais. Vas-y, continue. Alors, il prend ses bidons, il réfléchit un peu et il invente un truc et il invente une bicyclette à moteur avec un petit réservoir qu'il fait avec les bidons d'essence. Et ce monsieur est monsieur Honda. Il a fait, Voilà. voilà. Et C'est donc, devenu des plus grandes fortunes. Et voilà, mais il y en a des quantités d'exemples comme ça. C'est-à-dire que les gens qui quantité. rebondissent, et je pense qu'il y en a parmi les gens qui nous écoutent, ils ont sans doute des quantités d'exemples de rebonds, de petits rebonds où ils ont su faire ça. Mais c'est-à-dire Oui. qu'ils n'ont pas mélangé leur identité à ce qui leur arrivait. Ils ont traduit ça en expérience. Ils ont tiré l'étape d'après. C'est vraiment, puisqu'on tire ça en expérience, c'est vraiment volontairement sortir tout ce qu'il y a d'intéressant de l'expérience. Alors, Apprentissage, ouais. rencontre, expérimentation des limites, idées nouvelles, d'amélioration. Voilà, donc tout ça, c'est des idées, des Si je peux juste possibilités dire de… une chose, Clément, certainement que ceux qui nous écoutent, et peut-être toi et moi aussi d'ailleurs, on n'a pas toujours conscience de toutes les fois où on n'est pas tombé dans le piège de se dévaloriser à cause d'un échec. Donc Oui, cette capacité, on l'a fait. oui. Et d'autres fois, on est tombé dans le piège de se dire non, je suis nul. Mais on tombe dans le piège quand on a investi beaucoup d'espoir dans Oui, les choses, oui, oui. beaucoup d'espoir, et en fait, l'échec est vécu comme une énorme déception. Oui. Et en fait, le fait de se mettre en nullité en disant je suis nul, c'est pour éviter en fait de se faire du mal à soi-même. Parce que en fait, entre déception et être nul,
il y a une étape qui est la colère. Dans la spirale dépressive, on commence par une frustration, on passe après par la déception, après on passe par la colère et après on va à la déprime. Donc, Ouais. dire je suis nul, c'est se mettre en état de dépression artificiellement. Ouais, c'est ça, d'accord. Quand je dis déprime, dévalorisation. Oui, oui, oui. Oui. Mais entre les deux, il y a la colère. Mais la colère, le problème de la colère, c'est qu'on se met facilement en colère contre quelqu'un, mais c'est très difficile de vivre la colère contre soi-même. C'est presque inacceptable. Ouais. Donc, on ne fait pas ça, généralement. On essaye d'éviter ça parce que c'est de la souffrance sur de la souffrance, souvent. Alors, il y a une étape d'après. L'étape d'après, c'est que l'on peut volontairement décider de faire, c'est de dire après qu'on a identifié que c'est une expérience avec des apprentissages, c'est quelle est la fonction utile dans ma vie. C'est ça. C'est-à-dire, cette expérience-là de je ne réussis pas, c'est quoi le message plus général qu'il y a dans ma vie? Quelle est la fonction utile qu'il y a de ne pas réussir mon examen? Oui. Alors souvent, là, oui, dis-moi. Souvent, la réponse, elle est compliquée parce que la réponse, elle peut être immédiate. Oui. Mais la réponse, on l'a des fois Après. quelques temps après. Et si on est assez sage, il faut laisser le temps de l'absorption de l'échec. Oui, oui, oui. Dire, Oui. ah, c'est le recul qui va faire qu'à un moment donné, on va s'en rendre compte. Et c'est pas si simple que ça. Donc, du coup, justement, je voudrais vous demander, ceux qui ont écrit disons, 3 échecs ou 1 ou 10, j'en sais rien, auxquels vous avez pensé, prenez-en un à un et dites-vous, mais vraiment spontanément, la question qu'on pourrait se poser, c'est s'il n'y avait qu'une seule chose de bonne, prenez le premier échec que vous avez écrit, ok? Vous y pensez. Maintenant, laissez surgir à votre esprit, s'il n'y avait qu'une seule chose de bonne à cet échec, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vient? Vous pouvez noter ça. Je peux donner un exemple flagrant, d'accord, qui m'est arrivé. En fait, j'ai monté une entreprise il y a quelques années, et puis j'ai subi un certain nombre de crises, de difficultés, et puis jusqu'à arriver à la faillite de l'entreprise, obligé de la fermer parce que je ne pouvais pas plus la continuer. Et une faillite en France, c'est quelque chose de terrible. Maintenant, en fait, quand l'entreprise que j'avais montée, c'était pour être libre, pour être indépendant. Ouais. Pour être complètement libre. Comme tu disais la fois passée, c'est une de tes valeurs les plus importantes. C'est la première. Donc, la première. J'avais pas fait une entreprise pour autre chose que ça, pour être vraiment indépendant, être libre, mener ma vie comme je l'entends. Or, cette entreprise, elle me prenait tout mon temps. Ouais. C'était tellement terrible avec les successions de crises, c'est que finalement, je passais toute mon énergie et je gagnais quasiment pas d'argent. Oui, c'est ça. J'ai eu cette faillite. Le moment de la faillite, c'est bien évidemment très dur. Catastrophique. Parce que c'est catastrophique, mais c'est dévalorisant. Enfin, c'est vraiment un truc très dur. Mais j'ai raisonné comme je vous ai dit. Et en fait, j'ai transformé ça en disant, mais très, très vite, je me suis aperçu que le fait que je lâche l'entreprise, que je sois obligé de la lâcher, me redonnait une liberté totale. Oui, et aujourd'hui, j'ai trouvé un mode de vie qui est beaucoup plus libre, où je suis en mode nomade géographiquement, nomade professionnellement, avec des multi-partenariats, des multiformes, et je gagne beaucoup plus d'argent, et je travaille beaucoup moins, et je m'amuse beaucoup plus. Merci la faillite. Oui, absolument, absolument. Et si tu t'étais effondré dans la dépression après la faillite, ben, tu ne serais pas là. Voilà. Tu ne serais pas en train de t'amuser, de partager. Et en plus, quand même, tu ne serais pas là en train de donner à d'autres gens des clés. Je veux dire, tu serais… Un jour, je vais parler d'un truc qui m'est arrivé. Un jour, j'étais très, très mal, rupture amoureuse, tout ça. Ouf, effondrée. Et mon ami Michel, que tu connais, je l'appelle déconfite et il me dit, tu sais, c'est pas facile ce que je vais te dire, mais en fait, le fait que tu sois déprimé, c'est pas du tout utile. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ni à toi, ni aux autres. Et en fait, quand on arrive
bien sûr, hein, je reproche à personne d'être déprimé, ça m'est arrivé souvent. Mais ça m'a fait un choc et je me suis dit, oh la vache, c'est vrai, en fait, quand on n'est pas déprimé, on donne le meilleur de soi et on va donner aux autres ce qu'ils ont besoin d'avoir. On va être un participant au monde en pleine capacité, quoi. Et si on est complètement effondré, déprimé, ben on n'est plus capable de faire ce pourquoi on est fait. Et là, effectivement, tu donnes des cours, tu donnes des conférences, tu fais voilà, des stages, tout ça. Et là, tu donnes à des gens des outils, une connaissance qui vont qui vont leur faire du bien, quoi, qui vont leur permettre des tas de choses dans leur vie. Et donc, c'est extraordinaire. Ah ben, C'est ça va même très loin, puisqu'aujourd'hui, on peut se considérer avec Nathalie, mon épouse, comme des experts du rebond, parce que ça nous est arrivé plein oui. de fois. Ah bah Et oui. on a monté des ateliers, on fait des conférences. Tu sais bien que je fais une conférence là demain aussi sur ce sujet. Et, effectivement, on a un livre en préparation. Et tout ça, en fait, Un c'est livre sur grâce ce sujet-là, donc sur le rebond. au rebond, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Quand même étonnant. Ah ouais, c'est génial, c'est génial. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que ce que toi, tu as vécu dans ta conscience, dans ton expérience, vraiment dans tes cellules, on va dire, eh ben, c'est quelque chose que tu as fait pour d'autres, comme un espèce de pionnier. C'est-à-dire que derrière, les gens qui vont vivre des expériences difficiles, ben, il y aura cette référence, ce livre peut-être, qui pourra les aider à sortir de leur douleur. En tout cas, je le souhaite. Ouais. Je le souhaite que les gens l'utilisent ou pas. De toute façon, ça a du sens pour moi. Oui, 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 ben, moi aussi, Ça a oui. vraiment du sens. Alors, je voudrais revenir sur la notion de se dévaloriser, voire se mettre en état de Oui, dépression. En fait, je vais dire quelque chose de très dur aux gens qui nous écoutent, c'est que se dévaloriser, c'est la manifestation de l'ego. oui, c'est vrai, c'est C'est vrai. que si je me Un peu dévalorise, difficile c'est à que comprendre, ça. j'ai une très très haute valeur de moi, une très haute estime de moi, et ce que je viens de vivre me fait faire une chute par rapport à ce que j'imaginais égotiquement être moi, C'est et ça. tout d'un coup, je suis ramené à être tout simplement un être humain. Ouais, ouais. Oh là là, Pas c'est-à-dire drôle. que ça, c'est pas drôle. Non. Si on Ça, c'est n'avait pas pas drôle du tout. d'écho, on ferait pouf. Voilà. Comme dans le Tao Te Ching, Lao Tzu, pour ceux qui ne connaissent pas, le Tao Te Ching, c'est ce livre de sagesse chinois très très ancien. Et on va dire c'est la Bible des Chinois, entre guillemets. Lao Tzu dit être ministre un jour et plus ministre le lendemain, peu importe. Le sage ne s'attache pas à ce qu'il fait. Après, c'est de la Exactement. philosophie, c'est de la sagesse, quoi. Oui, mais c'est la distinction, c'est deux paradigmes. Soit on construit le paradigme de sa vie sur avoir, faire pour être, soit on le construit sur être, ce qui permet de faire et qui va permettre d'avoir. Ouais, Mais la deuxième formule, elle permet d'être beaucoup plus en accord avec soi-même. ouais, ouais, ouais. Alors, revenons à l'échec. Donc, Oui, passons l'étape de la fonction utile, c'est-à-dire prendre conscience de quel est le sens de cette aventure dans notre vie, de cette expérience dans notre vie, dans notre construction de notre maturité, de notre épanouissement. Ça, c'est la fonction utile. Ça peut être régler un problème, ça peut être arrêter quelque chose qui est déséquilibré dans notre vie. Moi, c'était très déséquilibré mon travail. Je travaillais comme un fou et je ne gagnais rien. Il y avait presque une absurdité à ça. ouais, ouais. Euh, donc voilà, fonction utile de ce truc-là, c'est Clément, tu ne comprends pas par toi-même, tu ne prends pas la décision par toi-même, bah, la vie, elle se charge de te faire comprendre. Voilà. Il y a une Voilà. dose de confiance aussi dans cette façon de rebondir. C'est faire confiance aussi qu'il existe, c'est de nouveau un peu philosophique, hein, il existe une espèce d'intelligence un peu plus vaste qui va nous faire faire des choses qu'on n'a pas choisies et qui vont nous amener à un endroit meilleur pour nous-mêmes. On peut Et l'appeler l'inconscient, on peut. Voilà. Toutes sortes de choses. on mettra les mots comme chacun mettra les mots qu'il veut, ça peu importe.
chacun il peut y aller de sa philosophie ou de ses représentations. L'étape d'après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ce cheminement, c'est de volontairement transformer la crise qu'on est en train de vivre en possibilité. C'est ça. Moi, j'utilise le terme opportunité dans le sens qu'est-ce que la crise me donne comme une idée nouvelle, comme piste de travail nouveau, comme possibilité de… Mais ça peut être possibilité dans le travail, ça peut être possibilité dans les relations. J'ai une rupture avec quelqu'un avec qui je vis depuis des années. Ben, il faut être, c'est un fait aussi, mais si on est très très clair avec ça et qu'on regarde ça avec de façon très froide, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Oui. Et il y a de grandes chances que l'on s'est plaint. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, ça tombe comme le truc de fou qu'on n'attendait pas. Mais il y a de grandes chances que pendant ces années, on s'est probablement plaint de la relation dans laquelle on était. En plus. Parce que sinon, elle ne s'arrêterait pas. Voilà. Ah, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est vrai pour ceux qui s'y attendent pas et qui vivent en sincérité un amour profond pour une personne. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. C'est une claque. C'est une douche froide. C'est quelque chose de terrible. Bien évidemment. Bien évidemment. Et il faut se reconnaître ce terrible-là. Il y a le deuil aussi. Hein, le vrai deuil, la mort. Non, c'est évident que c'est… maintenant, pour pouvoir s'entraîner, nous, le propos, c'est de dire comment s'entraîner à être en capacité de rapidement rebondir. C'est ça. Ben, ces différentes étapes, ces différents passages qu'on a suggérés. Et je dis, un des passages, c'est dire, OK, ben, je ne sais pas si j'avais un exemple. As-tu un exemple de quelque chose qui t'est arrivé? Ouf, j'en ai tellement. Mais par exemple, échec des enfants à l'école, enfin, difficulté des enfants, maladie, échec dans le travail. Donne un exemple précis. Ouf. Il y a 10 ans, par exemple. Bon, j'ai déménagé en France pour vivre avec quelqu'un et arrivé là, la personne, bah, c'était pas ça. OK. Voilà. Il y a à peu près 10 ans, un peu plus que 10 ans, 15 ans. Donc, la fonction utile, c'est que ça t'a fait changer de vie. Eh ben, justement, oui. Eh ben, dans le fond, je ne me rendais pas compte en donnant l'exemple. Je me disais, je ne vois pas comment je vais vraiment mettre en lumière. Ben, la fonction utile, c'est que je vivais en Belgique, dans une petite ville que je n'aimais pas du tout. Je ne vais pas la citer pour ne pas la vexer, cette ville. Mais j'aimais pas. Je me sentais vraiment pas bien. C'était pas chouette pour mes enfants parce que j'ai des enfants métis et qu'il y avait quand même une bonne dose de racisme d'une petite ville pas très ouverte. Et j'avais un gros problème, c'est que mes enfants commençaient à avoir l'accent belge très fort. Et c'est normal hein, pour les enfants qui grandissent quelque part. Et donc, cette relation que je croyais être une réussite, enfin, a été un échec en soi, peu importe, mais surtout, ça m'a fait déménager de Belgique. Mes enfants n'ont pas l'accent belge. Ils ont été dans une super école, l'école Steiner à Verrières-le-Buisson, grâce à ça, parce qu'il n'y en avait pas en Belgique. Et j'ai commencé, j'ai été rencontrer toi et Nathalie pour faire la PNL. Et puis, grâce à ça, j'ai ouvert mon centre ayurvédique et j'ai trouvé cet endroit génial à Verrières. Tout ça à cause d'une erreur de jugement. J'aurais pu me dire non, je ne dois pas déménager, ce type-là, ça ne va pas marcher. Alors, ce n'est pas une erreur de jugement parce que c'est juste un jugement. C'est juger un jugement que tu fais à un moment, c'est un fait, ça t'amène en France, tu t'aperçois que ce que tu as prévu ne se fait pas, tu peux le qualifier comme un échec, en tout cas une non-réussite par rapport à ce que tu imaginais. À l'époque, j'ai mal pris. J'imagine. Et tu te trouves, en fait, ça t'a ouvert un champ de possibles absolument fantastique. Ce qui est important, donc ça, tu ne le sais qu'après. Le principal, si jamais il m'écoute quand même, c'est super important. J'ai rencontré mon chéri d'aujourd'hui, qui est absolument génial, qui est l'homme de ma vie et qui est pour moi 1000 fois mieux que la personne en question.
10 000, Alors, 100 000, 1 million de fois mieux. oh, bon, on ne fait pas de comparaison. Si, si, C'est moi, gentil je pour l'aime lui. beaucoup plus. Alors, en tout cas, je suis beaucoup, beaucoup mieux avec cette personne-là qu'avec la personne de OK. l'époque. Mais ces opportunités-là, ou ces possibilités-là, ou ces chances-là, tu ne les as su qu'après. Oui, 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 parce qu'à l'époque, j'étais Alors, effondrée. l'art de rebondir, hein, en fait, l'art de rebondir, c'est que quand on a passé les premières étapes que j'ai décrites, c'est de se dire, OK, il m'arrive ça, j'ai pas ça, j'ai perdu ce que je voulais. Comment j'en fais? C'est pas quelles sont les opportunités qui vont, mais comment j'en fais un potentiel créatif? Comment j'en fais une possibilité de Ouais, trouver, de faire quelque chose de nouveau? Comment j'en fais même en entreprise, comment j'en fais une opportunité? Je ouais, perds quelqu'un dans mon emploi, qui part de mon entreprise, comment j'en fais une opportunité? c'est ça. Je mettons, mon enfant passe le bac et il ne le réussit pas, moi je le vis comme un échec, ok? Alors que à la limite, c'est lui qui a un échec, moi je le vis comme un échec. Comment j'en fais un potentiel? C'est-à-dire, et même un potentiel par rapport à mon enfant, dire, ah ouais, c'est intéressant, il a pas réussi ça. Donc ça veut dire que sa vie va être différente des autres. Oui, oui, j'ai Ah, un de mes enfants pour qui c'est le cas et qui me disait récemment que s'il n'avait pas vécu ces échecs-là, enfin, que grâce à ces échecs, il a compris beaucoup de choses qu'il n'aurait pas compris autrement. c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, le mot échec lui-même est à enlever. Ouais. Le mot échec est à réviser, est à reconsidérer, est à renommer. Du Et coup, oui. les possibilités, c'est renommer le mot échec par expérience de la non-réussite. Donc, Vous avez réussi à ne pas réussir. voilà, c'est ça. Et du coup, Ah, ce que je propose, c'est que donc, pour ces exemples que vous avez pris, je ne sais pas si vous avez vu la seule chose qui pourrait être bien dans les échecs que vous avez écrits pour vous-même, mais est-ce que vous pouvez aussi renommer ces soi-disant échecs en expérience? Comment tu viens de dire, Clément? Le mot m'échappe. une expérience de réussite de la non-réussite. Réussite, ne Réussite de pas la avoir réussi. non-réussite. J'ai réussi à ne pas réussir, comme Edison. Voilà. Oui. Et c'est possible de renommer ça en disant c'est l'expérience de quoi? C'est l'expérience de la limite de quelque chose, c'est l'expérience du courage, c'est l'expérience de l'abnégation, c'est l'expérience de l'amour inconditionnel, c'est l'expérience de la relativisation, c'est l'expérience de l'humilité pour pouvoir justement diminuer mon ego. C'est quoi l'expérience? L'expérience vue d'un point de vue positif, d'un Ouais, point de vue de la construction, de ce que ça apporte dans sa ouais. construction. Et ça, c'est vraiment le travail, le travail mental de tous les gens qui rebondissent. Ils ont cette capacité à tout de suite. Alors, plus on le fait rapidement, mieux on se porte. Oui, après, ce qu'on va faire en formation, c'est qu'on va s'exercer sur un sujet euh, et cette mécanique cérébrale, si on la réussit dans un exercice, elle va comment dire, c'est comme si on musclait le petit muscle de la résilience en faisant des exercices en formation. Et du coup, face à la vie, cette mécanique mentale va se remettre en place spontanément, naturellement, là où Mais on ne l'aurait pas fait autrement. c'est une programmation. Ouais, c'est ça. C'est la programmation d'un automatisme. De même qu'on Un a un automatisme qui va se... automatisme, quand on se dévalorise, quand on n'a pas réussi quelque chose, c'est un programme. Voilà. Mais c'est un programme qui, en fait, nous amène à avoir une double peine. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, c'est une double peine. Ouais, ouais, J'ai ouais. raté quelque chose et je me fouette avec C'est ça. ce ratage. Je me suis tapé 2 fois, Ouais, ouais. donc c'est une double peine. Donc, et Du coup, on peut on très va vous bien mettre en place, proposer... Comment? d'autres programmes. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on va vous proposer. Et du coup, bon, on est déjà à la fin de notre live. Donc, la suite, notre dernier live sera la semaine prochaine. Et notre prochaine formation aura lieu le 21, 22 et 23 août au centre AIMSA
en présentiel pour cette fois-ci. C'est-à-dire que ça se passera sur place pendant 3 jours. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus, d'apprendre un petit peu ces exercices, pas un petit peu d'ailleurs, hein, d'apprendre ces bases de la PNL en faisant ces exercices, eh ben, vous êtes bienvenus. Oui, Clément? Je rectifie une chose, c'est-à-dire que ce n'est pas notre dernier live, c'est le dernier live de la série. De la série. Sur Voilà. comment réussir. Maintenant, on va continuer à faire des lives et à chaque fois sur des sujets. On va reprendre aussi les sujets qui nous ont été suggérés par les internautes, par vous, et on développera des sujets. Et sans doute, on va faire d'autres séries comme ça. Là, c'était comment réussir. Et la capacité à rebondir, c'est vraiment une des façons de se programmer les plus puissantes qu'on retrouve chez tous les gens qui ont réussi dans la vie. Ouais. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ont réussi comme ça simplement. Non. Donc ça va, on va apprendre tout ça. Et ben voilà, écoute, on est arrivé à la fin de temps qu'on s'accorde pour ce live. Le dernier de la série, donc, de la série de nos 7 lives, est la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement auxquelles il faudrait qu'on réponde? On peut le faire aujourd'hui, on peut le faire la fois prochaine. Réfléchissez à toutes ces mésaventures qui vous arrivent et entre-temps, on vous dit bye bye, à la semaine prochaine. Au revoir, on vous souhaite le meilleur et portez-vous bien. Voilà. Profitez de l'été. Bon été, à la semaine prochaine. Bye.